Bonjour les amateurs de livres, bienvenue sur la chaîne Voix Livre. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos. Aujourd'hui, nous abordons le livre Les Misérables de l'auteur Victor Hugo. Une œuvre absolument monumentale, une véritable cathédrale littéraire qui nous transporte dans la France du début du 19e siècle. Ah oui, Les Misérables, c'est bien plus qu'un roman historique en fait. C'est une immersion totale dans les profondeurs de la société française de l'époque, post-révolutionnaire. Une période de misère écrasante, mais aussi d'aspiration immense. Tout à fait. Et le livre suit principalement le destin de Jean Valjean, cet ancien forçat, mais pas seulement. Non, bien sûr. Son parcours croise celui de Fantine, une mère courage qui va être broyée par le système, celui de l'inspecteur Javert, l'incarnation même de la loi rigide, inflexible. Sans âme, presque. Exactement. Et puis la petite Cosette, bien sûr, symbole de l'innocence exploitée, de l'enfance volée. C'est une exploration de thèmes universels. La justice, la rédemption, l'amour sous toutes ses formes, la lutte contre la pauvreté, le poids du passé. C'est une plongée dans les complexités de l'âme humaine. Vraiment. Complètement. Et les pages qu'on va parcourir, elles nous confrontent à des choix moraux déchirants et à des personnages inoubliables. Alors, commençons par le début, ou presque, avec cette figure incroyable de bonté, Monseigneur Myriel, l'évêque de Digne, surnommé Monseigneur Bienvenu. Ah, Myriel. Oui, un homme qui vit dans une simplicité, radicale. Il donne quasiment tout aux pauvres. Il a même transformé son palais épiscopal en hôpital. Il ne garde qu'une petite partie pour lui et sa sœur. Et ce n'est pas juste de la charité passive. Sa philosophie est très critique envers les injustices sociales. Il dénonce cet impôt sur les portes et fenêtres qui condamne les pauvres à vivre dans le noir. Il a cette phrase terrible. Le coupable n'est pas celui qui fait le péché, mais celui qui a fait l'ombre. Ça vise directement la société. Tout à fait. Pour lui, la miséricorde, c'est plus important que la toute-puissance ou même la justice au sens strict. C'est son plus beau nom. Et c'est une bonté très active. On le voit discuter avec un sénateur voltairien. Il va même s'agenouiller devant un ancien conventionnel, mourant, un révolutionnaire, pour lui demander sa bénédiction. Impensable à l'époque. Oui, c'est un geste qui renverse les codes. Il y a aussi cette anecdote avec le bandit cravate qui lui rend les objets volés, juste touché par sa réputation. C'est une sorte de sainteté, mais une sainteté qui dérange, qui bouscule. On peut se demander si cette approche si personnelle, c'est une vraie solution ou une utopie magnifique, mais un peu limitée face à l'ampleur de la misère. C'est toute la question. Il n'offre pas un système, mais un exemple. Il incarne une foi qui reconnaît la dignité en chacun, même le plus rejeté. Il ne juge pas, il accueille. Et c'est cette lumière qui va rencontrer l'ombre. Et l'ombre, elle arrive. Jean Valjean, un homme anéanti par 19 ans de bagne. 19 ans! Oui, c'est énorme. 5 ans pour un pain volé pour nourrir sa famille affamée, et 14 de plus pour des tentatives d'évasion. C'est désespéré. Et à sa sortie, ce passeport jaune. Une marque au fer rouge. Exactement. Ce passeport le désigne comme un paria. Personne ne veut de lui. L'aubergiste Labarre le jette de l'or dès qu'il comprend qui il est. On le suit, errant, dormant sur un banc de pierre. On imagine le désespoir, la haine qui doivent bouillir en lui après un tel traitement. 20 ans d'injustice, d'humiliation, comment ne pas être rempli d'amertume. La prison l'a endurci et la liberté le condamne à une autre forme d'exclusion. C'est terrible. Le système pénal de l'époque, quoi. Marquer, exclure, pas réinsérer. C'est ça. Et alors qu'il est au fond du désespoir, une vieille dame lui indique une porte. Une dernière chance. Celle de l'évêque. Son entrée chez Myriel est tendue. Il ne demande rien, il s'impose presque. Je suis un galérien, un forçat. Voulez-vous me recevoir? Vous! C'est un défi. Et la réponse de Myriel est incroyable de simplicité. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Pas de peur, pas de jugement. Rien. Il l'appelle monsieur, lui offre à manger, un lit, le respect. Pour la première fois depuis 19 ans, Valjean est complètement désarçonné. Il n'en revient pas. Vrai? Quoi? Vous me gardez? Un forçat? Vous m'appelez monsieur? Ce contraste entre la haine qu'il a connue et cette bonté soudaine, ça le heurte. Mais les vieilles habitudes, la méfiance, ou peut-être une sorte de révolte contre cette bonté qu'il ne comprend pas. Oui, la nuit, il craque. Il vole l'argenterie de l'évêque, la seule richesse apparente de la maison. Il y a ce moment où il hésite, devant le visage paisible de Myriel endormi.
Mais il le fait quand même. Et le lendemain matin, les gendarmes le ramènent. Là, on se dit, c'est fini pour lui. Retour au bagne, à perpétuité cette fois. Mais non, c'est le moment le plus célèbre peut-être. Myrciel dit « Ah, vous voilà, je suis aise de vous voir. Et il ajoute, devant les gendarmes médusés. Mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent, comme le reste. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Incroyable. Il transforme le vol en don, il le sauve de la prison, mais plus que ça, il lui offre une chance de changer de vie. Les chandeliers deviennent le symbole de cette promesse. Et il conclut avec ces mots terribles et magnifiques. « N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. Et puis, Jean Valjean, mon frère, c'est votre âme que je vous achète, et je la donne à Dieu. » Quelle charge! C'est votre âme que je vous achète. C'est une dette morale immense qui lui met sur les épaules. Oui, c'est un pacte, hein. L'évêque investit tout dans sa rédemption. Mais attention, cette transformation, elle n'est pas magique, hein. Elle n'est pas instantanée. Non, justement. Peu de temps après, Valjean erre, encore sous le choc, et il croise un petit rameneur savoyard, Petit Gervais. Oui, l'enfant laisse tomber une pièce de 40 sous. Et Valjean, presque machinalement, pose son pied dessus. L'enfant pleure, le supplie, mais Valjean, encore dans une sorte de brutalité hébétée, le chasse, violemment. C'est seulement après, quand il voit la pièce briller par terre seul, que la conscience le frappe, mais d'une violence foudroyante. Il réalise l'horreur de son geste. Voler un enfant, juste après avoir reçu ce pardon immense. Le contraste est insoutenable pour lui. Hugo écrit « Il éclata en sanglots ». Ce sont les larmes du remords, d'une prise de conscience foudroyante. Il cherche l'enfant, veut réparer, mais trop tard. Et on peut se demander si ce deuxième crime, aussi petit soit-il, n'est pas ce qui ancre vraiment sa transformation. Il ne peut plus ignorer la voix de l'évêque en lui. C'est très probable. Il voit son ancien moi s'effondrer et la lumière de l'évêque grandir. Ce vol sordide devient, paradoxalement, le point de départ de sa nouvelle vie morale. La douleur du remords va le guider. Et pendant que Valjean entame ce chemin, Hugo nous raconte une autre histoire, parallèle et tout aussi tragique, celle de Fantine. Ah, Fantine! D'abord, une jeune ouvrière parisienne, pleine de vie, amoureuse d'un étudiant riche, Tholomyès. Un amour léger en apparence, mais qui finit très mal. Oui, Tholomyès et ses amis, c'est la jeunesse dorée, un peu égoïste, un peu cruelle. Ils organisent une farce, comme ils disent. Ils abandonnent les jeunes femmes après une belle journée. Et Fantine se retrouve seule, enceinte. L'abandon pur et simple. Laissée à son sort. C'est d'une grande violence sociale. Pour survivre et trouver du travail, elle doit cacher sa situation et donc confier Cosette. Elle la laisse aux Thénardier, des aubergistes à Montfermeil. Elle pense bien faire, elle les voit jouer avec leur fille. Quelle illusion tragique! Les Thénardier vont se révéler être des exploiteurs sans scrupules. Ils vont lui demander toujours plus d'argent, sous des prétextes fallacieux, tout en maltraitant Cosette. La pauvre petite devient leur servante, l'Alouette. C'est l'exploitation de la misère dans ce qu'elle a de plus terrible. Et pendant ce temps, Fantine se bat à Montreuil-sur-Mer. Ironie du sort, elle trouve du travail dans la fabrique de Monsieur Madeleine. Qui n'est autre que Jean Valjean, devenu un notable respecté, maire de la ville. Mais ça ne dure pas. Une commère, Madame Victurnien, découvre qu'elle est mère célibataire. Et selon les règles moraux assez strictes de l'époque et même de l'usine, Ouais, qui ignore toute sa situation personnelle. elle est renvoyée. Et là, c'est la descente aux enfers. Pour payer les Thénardier qui la harcèlent, elle commence à tout vendre. C'est décrit de manière insoutenable. D'abord ses cheveux, magnifiques, blonds. Ensuite, ses dents de devant. Hugo note cette phrase terrible qu'elle murmure. « Je vais souper après se les être fait arracher. Ça glace le sang. » Elle sacrifie son corps, sa beauté, pour Cosette. Et finalement, elle n'a plus le choix. Elle devient prostituée. La société l'a littéralement poussée à ça. Et c'est là qu'intervient Javert. Oui, un soir, un bourgeois lui jette de la neige dans le dos, pour s'amuser. Fantine, révoltée, l'agresse. Et Javert, qui ne voit que la fin de la scène, l'arrête. Pour lui, une prostituée qui agresse un monsieur, c'est intolérable. Il incarne cette loi rigide, sans nuance. Javert, né en prison, il a cette haine de tout désordre et un mépris profond pour les filles publiques. Il veut l'envoyer en prison pour 6 mois. Pour Fantine, c'est la fin de tout. Face à une telle injustice accumulée, comment ne pas sombrer dans la haine ou la révolte? On se demande ce qu'on ferait à sa place. Mais M. Madeleine intervient. Il a tout vu. En tant que maire,
Il ordonne à Javert de la relâcher. C'est leur première vraie confrontation. Oui, le conflit entre la loi inflexible et la miséricorde éclate au grand jour. Madeleine prend Fantine sous sa protection, lui promet de ramener Cosette. Pour elle, c'est un miracle, l'espoir renaît. Mais le répit est court. Javert revient voir Madeleine. Pas pour l'arrêter cette fois, mais pour s'accuser lui-même. C'est un moment incroyable. Javert, toujours droit dans ses bottes, explique qu'il avait dénoncé Madeleine comme étant Valjean. Mais voilà, on vient d'arrêter le vrai Jean Valjean à Arras, un certain Champmathieu. Reconnu par d'anciens bagnards. Le procès a lieu le lendemain. Javert, plein de remords d'avoir accusé un notable, demande sa propre destitution. Pour Valjean, c'est une sera de tonnerre. Le destin lui offre une sortie inespérée. Laisser condamner cet innocent et être tranquille pour toujours. Rester M. Madeleine, le bienfaiteur, tenir sa promesse à Fantine, mais au prix de la condamnation d'un innocent. Et de la trahison de sa promesse à Myriel. C'est la nuit de la tempête sous un crâne. Un dilemme moral absolu. Rester Madeleine ou redevenir Valjean. Sauver sa peau ou sauver un innocent. Il hésite, il brûle ses anciens habits de forçat, mais la conscience, la figure de l'évêque, le souvenir des chandeliers, finalement, il ne peut pas. Il fait ce voyage terrible vers Arras, arrive en plein procès, Champmathieu est perdu, les témoignages sont là. Et M. Madeleine se lève. Silence total. Il dit « Messieurs les jurés, faites relâcher l'accusé. L'homme que vous cherchez, c'est moi. Je suis Jean Valjean. » Il le prouve en donnant des détails intimes sur les autres forçats présents. C'est un choc absolu dans le tribunal, un acte d'autosacrifice immense. Il quitte le tribunal libre pour quelques heures. Mais son sort est scellé. Il retourne en urgence à Montreuil, auprès de Fantine. Elle est mourante, mais radieuse. Elle croit qu'il est allé chercher Cosette. « Oh, elle va venir, dit-elle. » Et c'est là que Javert surgit dans la chambre, brutalement. Valjean murmure à Fantine « Je vous avais bien dit que je n'étais pas libre ?» Fantine comprend tout. Le choc est trop violent. Son sauveur est un forçat. Cosette n'est pas là. Elle meurt. Son dernier regard les remplit de terreur. C'est atroce. Valjean, anéanti, dit quelque chose à l'oreille de Fantine morte. On imagine la promesse de retrouver Cosette, puis il se rend à Javert. Il demande 3 jours pour aller chercher l'enfant. Javert refuse. La loi, toujours la loi. Mais Valjean ne reste pas en prison longtemps. Il s'échappe de la prison de la ville. Et là, il y a un autre acte de mensonge incroyable. Oui, celui de Sœur Simplice. Une religieuse connue pour ne jamais mentir, jamais. Mais quand Javert la questionne, elle affirme ne pas avoir vu Monsieur Madeleine. Un mensonge pour sauver une vie. La charité qui prime sur la règle absolue. Ça fait écho à l'évêque, d'une certaine manière. Tout à fait. La compassion qui défie la rigidité. Et Valjean disparaît, à nouveau fugitif, mais avec cette mission. Tenir la promesse faite à Fantine sur son lit de mort. Retrouver Cosette. Ces premiers livres des Misérables posent vraiment toutes les bases. Cette lutte constante entre la fatalité sociale, la misère qui broie, et d'un autre côté, la capacité de l'âme humaine à choisir le bien, la rédemption, même si c'est difficile. Oui, le geste de Myriel déclenche une réaction en chaîne. Il pousse Valjean vers une sorte de sainteté, mais une sainteté laïque, exigeante, faite de sacrifices permanents. Et l'histoire de Fantine, ça reste une dénonciation terrible de la condition des femmes pauvres au XIXe siècle. Victimes de tout, de l'égoïsme masculin, de l'hypocrisie sociale, de l'exploitation, de la justice aveugle. Absolument. Et Javert, lui, nous interroge, jusqu'où la loi doit-elle aller ? Est-ce que l'ordre justifie tout, même l'inhumanité ? Et on en revient à cette phrase de l'évêque. C'est votre âme que je vous achète. Est-ce qu'on peut vraiment acheter une âme, ou est-ce que c'est plus subtil ? Peut-être que Myriel a juste planté une graine de lumière, oui. Et il a laissé à Valjean la liberté, terrible et magnifique à la fois, de la faire grandir. Ça montre que la rédemption, ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est un combat de chaque instant. Une lutte intérieure et extérieure constante. Exactement. Et c'est peut-être ça la question qui reste avec nous longtemps après avoir refermé le livre. Cette capacité qu'on a, ou pas, à choisir la lumière, même quand tout semble sombre autour de nous. Une réflexion puissante, non ?